pour le 4e numéro de Renaissance, l'émission qui questionne les vocations, qui met en lumière les talents, les témoignages, les parcours de vie atypiques, inspirés et soutenus par le Seigneur. Nous voudrions d'ores et déjà vous remercier, très chers auditeurs, pour vos retours et l'intérêt que vous portez à cette jeune émission. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, le privilège, la grâce de recevoir une invitée au témoignage inédit, au parcours de vie atypique, au courage et à la détermination qui suscite l'admiration, au background et à l'engagement qui impose le respect. En effet, la trentaine environ, Luce Bénédicte Gangoué, qui a fait partie du mouvement citoyen Ras-le-Bol, et fait partie aujourd'hui de structures dont elle nous parlera tout au long de l'émission, est une jeune femme qui dit tout haut ce que tout le monde pense, vit et subit tout bas. Malgré les dangers évidents relatifs à son engagement, elle ne cesse de croire et d'agir pour l'amélioration des conditions et du contexte de vie congolais et a fait l'objet d'une distinction internationale au travers du programme américain YALI, dont elle nous parlera très certainement. Avant d'entamer cette discussion, cet échange, nous voulons rendre grâce à Dieu qui a rendu ce moment possible, que cette émission soit comme une lanterne qui éclaire le cœur de tous nos concitoyens, qu'elle suscite des vocations et qu'elle transmette une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, partout dans nos institutions et dans nos foyers. Bonjour Luce. Bonjour. Comment vas-tu ce matin? Je vais bien, merci. Alors, pourrais-tu te présenter en long, en large, en hauteur et en profondeur à nos très chers auditeurs? Qui es-tu? Quel est ton parcours scolaire et académique? Merci de me recevoir aujourd'hui dans cette émission et de me donner l'opportunité de pouvoir parler de mes actions quotidiennes. Donc, je suis Luce Bénédicte Gangoué. Je suis détentrice d'une licence en droit privée fondamentale à l'université Mariam Gwabi et aussi d'une licence en administration des entreprises à l'école supérieure de gestion et d'administration des entreprises ESGAE. Et je suis actuellement coordonnatrice de l'association Cani Assistance et membre du Centre d'action pour le développement. Centre d'action pour le développement. Alors, la toute première question que nous brûlons d'envie de te poser est: n'as-tu jamais eu peur? Au travers de tes engagements qui t'exposent à plusieurs risques, est-ce que tu n'as jamais eu peur pour ta vie, pour celle de tes proches, pour ta dignité de femme qui peut être bafouée, pour ta sécurité? Est-ce que tu n'as jamais eu peur? Je dois dire que si, j'ai déjà eu peur et la peur, elle est constante et quotidienne. Parce que dans les actions que nous menons, parler des droits humains ou de la situation des droits humains au Congo, exposer un peu les réalités des populations, ce que nous vivons, ne nous met toujours pas à l'abri des représailles comme des menaces et autres. Et c'est vrai que la peur est là quotidiennement, mais dans le travail que nous faisons, il y a des situations tellement déplorables que nous observons et à un moment on se dit que non, on ne peut pas se taire face à cela. Il faudrait bien qu'on en parle. Alors, tu dis quelque chose, tu dis on ne peut pas se taire, il faut bien qu'on en parle. Mais la question est de savoir d'où te vient cette détermination, parce que l'étau, il est collectif. Nous subissons tous, en tant que Congolais, ces choses-là. Et pourquoi est-ce que toi, ça t'affecte d'une manière... On va pas dire que ça t'affecte d'une manière particulière, mais pourquoi toi, est-ce que ce que nous subissons tous en tant que Congolais, toi, tu décides de nager à contre-courant, tu décides d'abolir la loi du silence, le silence général où on se dit qu'il faut pas oser justement à cause de ces représailles. Qu'est-ce qui fait que toi, tu ne restes pas dans le subir, mais que tu passes à l'action? Qu'est-ce qui fait que tu ne restes pas dans un parcours de vie normal et tu dis c'est par l'action que la différence va arriver dans ce pays? Je peux dire que c'est dans l'espoir de voir quelque chose changer autour de moi, dans l'espoir de pouvoir vivre plus librement dans ce pays, avoir la possibilité et la liberté de dire ce que l'on pense. Je crois que c'est ce qui m'anime et pouvoir voir le changement, l'amélioration de certaines situations autour de moi, avec mes proches et tout. Alors,
je vais me permettre quand même, si ça ne te dérange pas trop, d'insister. Tu as parlé de mots qui sont forts, tu as parlé d'espoir. Cet espoir qui te porte, de voir la chose, le contexte changer. Mais je pense que, justement, parce que tu es très bien placé pour savoir ce que c'est ce contexte que nous vivons, puisque je suppose que tu as osé parler de certaines choses, que tu t'es mise en danger. Est-ce qu'on t'a déjà interpellé pour l'une de tes actions? Oui, effectivement, j'ai déjà été arrêtée. C'était en 2018 et j'ai fait 1 mois à la maison d'arrêt. Bon, à l'époque, nous avions mené une activité, c'était dans le cadre du Ras-le-Bol et l'Observateur congolais des droits de l'homme, où nous mettions des affiches pour dénoncer en fait les procès que nous jugeons politiques qui se passaient dans ce pays. Et c'était dans ce contexte-là que j'avais été détenue pendant 1 mois à la maison d'arrêt et avec d'autres membres également du mouvement Ras-le-Bol. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pas mal réfléchi à mon engagement, à ce que je faisais, et peut-être même pensé à abandonner tellement c'était difficile de vivre cette situation. Mais je dois dire que en sortant de la prison, j'ai pris un peu de recul aussi, toujours pour penser à ça. Mais il y a quelque chose qui s'était passé parce qu'à l'époque, quand j'étais en prison, j'avais bien vu le stress que j'avais pu causer autour de moi, surtout avec mes proches. Mais les voir également me soutenir quand je suis sortie de la prison m'avait encore donné cet espoir-là, que je n'avais plus seule et que j'avais vu autour de moi avec mes proches et qui m'avait donné le courage de continuer. Et puis je me suis dit que j'étais sur la bonne voie, qu'il fallait bien qu'on le fasse. Parce qu'à un moment, il faut bien que chacun de nous nous engageons si nous voulons voir la situation du pays changer. On ne peut pas seulement en parler. Il faut mettre en œuvre des actions et il faut être à l'action pour travailler ensemble. Tu dis quelque chose de très fort qui nous oblige quand même à nous arrêter un instant. Tu as fait la prison pendant 1 mois. Et c'est justement, ça fait partie de la question que je t'ai posée. Est-ce que on imagine que c'est un univers qui est très violent. On imagine que ce n'est pas comme ici. Comment toi, tu l'as vécu, cette période d'emprisonnement? Ça ressemblait à quoi le quotidien? Est-ce qu'il y a des choses? Tu as dit que tu as pris le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui, vraiment, est-ce que tu peux revenir de manière très brève sur cette période où tu étais dans les entraves? Bon, le plus difficile, je peux dire que c'était la privation de la liberté. Parce que le matin, tu te réveilles, tu es dans une petite cellule et avec 4 autres personnes, vous partagez les lits et tout. Donc, tu n'as plus la possibilité de voir tes proches tous les jours. Il fallait attendre les jours de visite pour espérer les voir. En fait, tu ne fais plus rien. Quand tu n'as plus tes activités, tu es là et c'est vrai que ça fait beaucoup réfléchir, en fait, cet emprisonnement, cet enfermement, en fait. Et tu comprends aussi la nécessité, c'est quoi la liberté, en fait. Je crois qu'à ce moment-là, je comprends c'est quoi être libre également. Et c'est vrai que quand je suis sortie, j'avais, comment je peux dire, un certain souffle, j'ai eu un certain soulagement. Ou même regarder les étoiles la nuit, je trouvais ça merveilleux. Parce que déjà, quand on fermait les cellules à partir de 16h, donc la nuit, tu la voyais même pas dehors comme ça. Donc je m'émerveillais même, en tout cas, je sortais comme ça dans les rues de Brazzaville le soir. C'était quelque chose d'extraordinaire et ça m'a vraiment fait comprendre aussi c'est quoi la privation de la liberté à ce moment-là. Toi qui t'étais engagé pour la défense des droits humains et donc aussi de la liberté, donc tu as vécu dans ta peau ce que tu défendais, ce que tu as appris à l'école. Et tu as dit quelque chose de très important, que cette période t'a fait réfléchir. Au sortir de la prison, tu as pensé à arrêter parce que tes mots sont très forts. Tu as appris ce que c'est que la liberté, de l'avoir vécu, et c'est quoi la privation de la liberté de l'avoir vécu. Mais tu dis que le soutien de tes proches a été important parce ils ne t'ont pas seulement
je suppose qu'il y a, à ce moment-là, la famille, elle se divise un peu entre ceux qui te tapent sur les doigts et ceux qui te disent tu avais raison parce que c'est légitime pour toi. Mais tu dis que le soutien de tes proches t'a permis de continuer ce combat. C'est bien ce que tu dis. Oui. Alors, malgré ce soutien que tu reçois, est-ce que le souvenir que tu as vécu, de ces choses que tu as vécues où tu étais seul, où tu étais sans les membres de ta famille qui te soutiennent, est-ce que ça n'a pas été plus fort que le soutien? Est-ce que l'amour a été plus fort que la privation de la liberté, te disant que si je continue, éventuellement, je peux retomber dans cette situation-là? Je dois dire que le soutien, l'amour de mes proches a été plus fort que la situation, en fait, que j'ai vécue. Et c'est à ce moment où tu comprends aussi que si tu n'es pas seul, si vous êtes ensemble, vous pouvez y arriver, quoi. Parce que en fait, quand les autres, dans mon contexte, mes proches, en fait, peut-être, comme tu l'as dit, la famille se divise, il y a ceux qui sont un peu loin, qui te regardent autrement, disent mais pourquoi tu fais ça, qui ne comprennent pas. Et tu as ta maman, ton père qui te défendent maintenant, qui disent mais qu'est-ce qu'elle a fait de mal, en fait? On est là, on est conscient que nous tous, nous vivons ces situations-là et tout ça. On se plaint, en fait, qu'il n'y ait pas d'eau, que l'éducation, ce n'est pas ce qu'on a connu à l'époque. On se plaint de ces choses-là. Et que des jeunes, aujourd'hui, en parlent. Et pourquoi encore leur taper dessus? Parce qu'ils disent la vérité. Tu vois, quand tu écoutes ce genre de conversation avec tes parents, tu vois, ça te donne encore un regain d'espoir, quoi. Tu dis là, en fait, je vois mes parents qui comprennent, en fait, ce que je fais. Bien qu'au début, ils ne le comprenaient pas. Mais aujourd'hui, c'est eux, en fait, parce que à la limite, quand les gens me parlaient de mon passage à la prison, je n'en parlais pas, je voulais pas évoquer cette situation. C'est plutôt quand on était en famille, c'est d'autres personnes qui en parlaient. Je dis, mais pourquoi? En fait, elle était déjà en prison, pourquoi acculer encore sur ça alors que ces jeunes n'ont rien fait de mal? Donc, et quand tu écoutes ça quotidiennement, je te dis, pourquoi arrêter, en fait? Alors que là, tu sens vraiment qu'il y a des gens qui y croient. Et tu y crois aussi. Et si vous êtes ensemble pour vous mettre à l'action, ça va forcément changer un jour. Tes mots sont très forts. L'amour, le regard, le soutien de tes parents ont créé la différence dans le choix de continuer sur ce chemin de vie-là. Alors, tu as fait partie du groupe des lecteurs de la paroisse Saint-François d'Assise. Je fais partie. Tu fais partie. Tu es donc catholique. Est-ce que ta foi a joué un rôle dans ton parcours d'une manière ou d'une autre? Oui, je dois dire que ma foi a joué un rôle. Parce que l'enseignement que j'ai reçu, espérer aux choses qu'on ne voit pas, croire en fait, je crois que ça a été déterminant aussi dans la poursuite de mon engagement. C'est comme on entend le dire depuis tout à l'heure. On habite au Congo, mais on voit bien que le pays a beaucoup de potentialités, que ce soit en termes de ressources humaines ou de richesses. Donc, on voit bien que l'avenir de ce pays peut être meilleur si on s'engage. Il y a cette espérance, il y a cet espoir aussi qui nous guide. Et je crois que je la tiens aussi de mon éducation chrétienne et religieuse. Ça a beaucoup joué aussi dans cette manière de penser et puis de voir les choses. D'autant plus que dans la foi catholique, on nous parle du salut. D'ailleurs, même quand Jésus est arrivé, on pensait qu'il allait délivrer les Juifs de l'assiègement romain. On dit non, du siège romain, pas de l'assiègement. Désolée. Alors, aujourd'hui, donc, tu as été choisi par le programme américain YALI, donc un programme qui donne des outils didactiques à des jeunes leaders africains pour mieux servir leur engagement dans leur contexte de vie. D'abord, comment tu t'es sentie lorsque ta candidature, je pense candidate, a été acceptée par le programme? Je veux dire que j'étais contente parce que c'est pas la première fois que je postulais à ce programme. C'était la 3e fois que je postulais au programme YALI.
Et c'est vrai que quand tu reçois, quand j'ai reçu en fait le mail qui me dit que j'étais sélectionnée, tu vois, à la limite c'est un peu comme une récompense, je dis, parce que ce qui te permet de postuler, c'est les actions que tu fais, ton leadership au sein de la société et tout ça, c'est ce qui constitue ton dossier en fait. À un moment, tu te dis, bah, ce que je fais, c'est que c'est important si on arrive à me sélectionner pour ça. Donc c'est un soulagement et puis c'est une grande joie de se dire que j'irai me faire former sur ces questions-là avec d'autres jeunes également en Afrique. Et c'est l'opportunité aussi de découvrir d'autres personnes, ce qu'elles font. Et ce qui est vrai, c'est que ça renforce aussi le réseau, ça renforce l'engagement, ça te permet d'avoir une nouvelle manière aussi de penser, peut-être de voir l'engagement, de voir ce que tu fais. Peut-être que ça ne doit pas se limiter qu'au Congo. Peut-être qu'il y a des actions qui peuvent bien se faire avec des autres et pourquoi ne pas penser en fait l'Afrique. Ce qui est intéressant avec le programme YALI, c'est cette vision-là en fait qu'il nous donne. Alors, le programme vous a emmené à séjourner pendant un mois? 6 semaines. 6 semaines, donc un mois et demi aux États-Unis. En quoi a consisté ce séjour et quelles ont été tes impressions, tes sentiments pendant que tu faisais voilà, cet échange d'expérience avec toutes les personnes que tu as rencontrées là-bas? Déjà, les 6 semaines, c'était pour la formation. Moi, particulièrement, j'avais choisi le leadership en management public. Et donc, j'étais à l'université de Boise et on était avec 24 autres jeunes africains de 20 pays différents. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment pendant les échanges, vous voyez, on a senti que de notre engagement, on partageait quelque chose en commun. Essayer de pouvoir changer quelque chose dans nos pays avec ce que nous faisons. Et c'est ça qui était très intéressant, et de pouvoir voir aussi d'autres profils des jeunes hommes et femmes et de voir comment ils luttent quotidiennement aussi dans leur pays, parce que les réalités, on doit dire, pour certains pays sont quasiment les mêmes en fait. Et dans cette situation, voir qu'il y a d'autres jeunes aussi qui font le même travail que toi, qui essaient de changer les choses, c'était un plus en fait pour moi. Et créer ce réseau aussi avec d'autres personnes, essayer de voir comment penser ensemble, comment mettre ensemble des actions aussi pour pouvoir faire avancer d'abord nos luttes dans nos pays, et peut-être dans quelques années pouvoir sortir aussi de nos pays et faire quelque chose de plus grand. Et donc j'ai beaucoup apprécié ce contact d'abord avec les Africains et le contact aussi avec les Américains, je dois dire, parce que c'est un échange et le personnel qui vous encadre est américain. Vous avez la possibilité de rencontrer aussi d'autres jeunes et des Américains de la communauté. Vous essayez de changer aussi sur ce qu'eux ils vivent et ce que nous vivons. Donc le plaisir pour eux de découvrir aussi des jeunes africains qui se battent dans leur coin, c'était un sentiment satisfaisant pour moi et pour nous, je dois dire. Et ce réseau-là, c'est un plus, je dois dire, aujourd'hui pour le travail que je fais au niveau du Congo. Et qu'est-ce que tu en as retenu? Tu as parlé de réseau, donc de la force du réseautage, mais qu'est-ce que tu en as retenu en prenant connaissance des autres contextes? Je dis qu'il y a beaucoup de ressemblances, mais c'est quoi ta synthèse de ce moment? Ma synthèse de ce moment, en fait, je dois dire, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est peut-être, je veux dire, les moments que nous avons partagés, le plaisir d'être ensemble en tant que personne, en fait, se découvrir les uns les autres. Je veux dire que ça nous fait grandir aussi personnellement, et c'était vraiment fort d'écouter ces témoignages qui étaient pour d'autres aussi. C'était très passionnant et parfois très difficile aussi à écouter, et voir des gens se libérer dans un milieu comme ça, pour moi, c'était vraiment touchant. En tout cas, ça fait grandir et puis ça donne une certaine autre vision en fait du combat. C'était ça le plus marquant. Alors, tu dis qu'il y a eu des témoignages qui étaient très difficiles à écouter, mais sans doute que le tien aussi a été très difficile à écouter pour d'autres personnes. Est-ce que quand tu réalises que pour ce même combat, tu as fait la prison à une certaine période de ta vie, un mois, c'est déjà beaucoup dans la vie d'une personne, parce que
c'est un univers que beaucoup ne connaîtront pas. Donc, c'est une expérience que tu as eu la chance ou la malchance de connaître, mais qui a quand même imprimé quelque chose en toi. Donc, pour cette même expérience, tu passes de la prison à une reconnaissance internationale. Comment tu le vis? C'est pas facile, je vais dire. C'est difficile et en même temps satisfaisant. Donc, c'est un sentiment un peu difficile à expliquer. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la prison, j'ai quand même avec le temps pu dépasser ce qui était difficile. Ça reste dans le cadre de mon histoire et puis je me dis qu'à un moment, j'évolue. C'est plutôt ce qui compte en fait et les résultats que ça produit aujourd'hui. Donc, je reste focalisée sur ça et je dois dire, aujourd'hui, c'était une grande opportunité pour moi de faire partie de ce programme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, de voir que les réalisations, ce que je fais, c'est pas vain. Et que ça m'emmène là aujourd'hui, c'est très satisfaisant. Et je dois dire que ça me donne encore peut-être le courage et la force de continuer de persévérer dans ce chemin. Voilà, tu as dit les résultats que ça produit. C'était très difficile, mais le plus important aujourd'hui, c'est les résultats que ça produit. Et tu es passé aussi chez nous, les chrétiens, c'est ça. Tu es passé, et c'est le principe de l'émission Renaissance, passer de la mort à la vie. Aujourd'hui, quelque chose qui aurait pu traumatiser, parce que c'est traumatisant, qui aurait pu traumatiser plus d'un, tu l'as vécu dans ta chair, tu l'as vécu à l'intérieur et à l'extérieur, parce que quand tu sors, il y a le regard des autres qui pèse. Mais aujourd'hui, ça t'a ouvert le toit du monde, et tu te dis, est-ce que si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Le combat. L'engagement, je continue. Après la prison, on ne sait pas toujours. Non, je ne sais pas que pas du tout. Mais c'est justement de se dire, en ayant conscience de tout ce que tu as subi, est-ce que ton combat, puisque tu as décidé de le continuer, mais à le refaire avec tout ce que tu as connu, toutes les étapes, est-ce qu'à refaire, tu le referais? Je peux dire qu'on ne refait pas toujours exactement parce que après il y a de l'expérience aussi qui compte. Peut-être qu'il y a des actions qu'on menait peut-être juste comme ça aussi qu'on peut peut-être regarder différemment aussi. Voilà, il y a beaucoup mais plus de ce qui reste, c'est peut-être la conviction de se dire que la lutte que je mène, elle est importante et c'est bien qu'on le fasse. Et peut-être dans la manière de faire, peut-être je dois dire, c'est vrai qu'il y a des attitudes aussi ou bien la manière de planifier ou bien peut-être assurer plus de sécurité aussi pour les autres. Après, on se questionne aussi sur ça, en fait. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui parce que c'est pour arriver un jour qu'on est tué? Non. On a bien l'espoir de vivre, en fait. Ce qu'on veut, c'est vivre bien dans ce pays. Et avec un peu de recul, on se dit pourquoi aussi ne pas regarder un peu plus le côté de la sécurité, assurer la sécurité des membres, des gens qui travaillent avec nous. Et c'est ce qui est important également. C'est ce qu'on peut gagner. C'est aussi à ça que sert ce genre de programme, à vous outiller pour faire plus intelligemment ce que vous faites avec conviction. Oui, exactement. Alors, tu es coordonnatrice aujourd'hui de l'association CANI Assistance et tu voulais nous en parler. En quoi consiste l'association? Et voilà, en long et large, quelles sont vos activités? Est-ce que tu peux nous parler de l'association CANI Assistance? Oui, l'association CANI Assistance milite pour les droits des femmes et les enfants en particulier. Et c'est une association qui existe depuis 2019. Elle n'a pas été créée par moi, elle a été créée par Monsieur Chris Vuvungi, qui est actuellement chargé des finances au sein de l'association. Et depuis, nous travaillons actuellement sur un projet qui est le projet phare en fait pour l'association en ce moment, c'est la mise en place des mutuelles de santé communautaire avec les femmes rurales. Et nous avons commencé ce projet en juillet 2023 dans la localité de Goma Tsetse. Avec une dizaine de femmes, nous avons lancé en fait une mutuelle de santé communautaire. Donc le principe de la mutuelle, c'est mobiliser les femmes en fait dans la localité autour de cette organisation pour qu'elles puissent se soutenir de manière solidaire en fait quand il y a une situation en fait de santé. Généralement c'est les questions de maternité parce que quand nous avons travaillé à l'époque dans cette localité, nous avons constaté que l'hôpital était vide et qu'il y a
beaucoup de femmes encore, vu la distance aussi où se trouve le centre de santé, certains domiciles qui continuent même aujourd'hui à accoucher parfois chez elles et tout. Donc, avec les échanges avec la communauté, ils avaient dit que c'était vraiment une situation difficile. Et c'est de là qu'est venue l'idée de créer une organisation pour plus de solidarité entre elles, pour qu'elles puissent s'entraider. Et ce qui est bien, c'est que nous avons pu être en contact avec le centre de santé de Goma Tete, qui a accepté également de faire partie du projet. Donc, le principe que nous avons mis en place, c'est que l'association apporte de l'aide au centre de santé. Ce que nous avons fait premièrement, c'est un don en médicaments et le centre manquait d'un microscope. Et en contrepartie, le temps que la mutuelle grandisse et tout, on peut déjà travailler sur la réduction des frais de consultation de moitié, en fait, avec les femmes qui intègrent la mutuelle quotidiennement. Donc, c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de difficultés parce que le centre de santé aussi n'est pas encore totalement équipé. Donc, ce qui rend difficile aussi l'accès à certains soins. Et le modèle aussi, en fait, de la mutuelle de santé tel que nous la pensons n'est pas encore aussi totalement compris par la communauté. Voilà pourquoi nous sommes en train de continuer à sensibiliser, vu qu'on voit qu'il y en a certaines qui veulent vraiment faire ce projet, qui voient que ça peut changer quelque chose dans leur localité. Donc, nous travaillons dessus actuellement. Alors, j'ai une question un peu... Aujourd'hui, quel est le regard que tu portes sur la femme que tu es devenue au travers de tes combats, de tes luttes, de tout ce que tu as traversé? Bon, ce que je peux dire, c'est que quand je m'observe aujourd'hui, je dois dire qu'il y a une certaine fierté, mais sans pour autant aussi oublier le fait qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est vrai que je suis arrivée là où je suis aujourd'hui à coordonner une structure, à être dans une autre association et continuer à me battre pour ce en quoi je crois, les droits humains et tout, pour un changement au Congo, pour une meilleure vie. Mais à côté de cela, je n'oublie pas qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour moi personnellement et dans ce que je fais. Donc, ça, c'est important pour moi d'être entourée d'autres personnes et d'apprendre davantage pour que nous avancions. Donc, je suis assez fière, mais je reste quand même lucide pour me dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et ça ne sera pas toujours aussi facile. Nous arrivons ainsi au terme de notre émission. Pour récapituler, Luce Bénédicte, vous êtes une jeune femme trentenaire qui a un parcours de vie assez peu ordinaire, un parcours de vie qui sort des sentiers battus. Votre sensibilité, votre sens de la justice et votre recherche de l'équité depuis toute petite vous font opter pour des études de droit. Pourtant, c'est votre engagement au sein de différents organismes de la société civile qui vont emmener du mouvement dans votre vie. L'un de ces organismes, est justement le mouvement citoyen Ras-le-Bol, dans lequel vous avez été membre pendant quelques années. C'est au cours d'une des activités de la dite organisation que vous avez été interpellé, d'autres membres et vous-même, et que sans crier gare, vous allez connaître et vivre les réalités de la prison. Cette incarcération, qui va durer quelques mois, vous aura permis de réfléchir sur vos choix de vie et surtout de les remettre en question. Mais c'est le soutien et surtout l'amour de vos proches, de vos parents, et vous le dites, qui comprennent le sens de cet engagement, qui vont vous permettre de le réitérer. En 2024, vous avez été choisi pour faire partie du programme des jeunes leaders africains, YALI, porté par le gouvernement américain, et vous en êtes sorti outillé pour rendre votre action plus efficace, pertinente, sans prendre des risques inconsidérés. Et au cours de cette aventure tout à fait humaine, vous allez découvrir de nouveaux profils, de nouveaux portraits d'autres jeunes comme vous, des hommes et des femmes qui se battent au quotidien pour défendre des causes, des engagements qui leur tiennent à cœur pour le développement du continent africain et pour le mieux vivre de son peuple. Alors, avec du recul, en tant que chrétienne, forte de votre parcours, de toutes ces expériences et des nouvelles découvertes enrichissantes que vous faites aujourd'hui au quotidien en tant que coordinatrice de l'association Kani Assistance, quel message voudriez-vous passer à ces jeunes hommes, ces jeunes femmes congolais et congolaises qui vous écoutent aujourd'hui dans le contexte précis que nous connaissons actuellement au Congo-Brazzaville? Le message que je souhaiterais passer, c'est
je veux juste dire à mes frères et sœurs que, en fait, nous sommes conscients de ce que nous voulons et nous savons ce que nous devons faire pour arriver à un certain changement. Donc, ce serait important pour nous de prendre conscience, de savoir travailler ensemble et surtout apprendre à défendre nos valeurs, en fait, et nos principes pour le changement. Ne pas tomber dans la facilité, la corruption et tout, parce que si on veut changer ce pays, on ne peut pas continuer à faire les mêmes choses que nous dénonçons, en fait. Et c'est important aujourd'hui que nous prenions conscience, en tant que jeunes Congolais, nous avons la capacité de pouvoir faire avancer les choses et nous savons ce que nous avons à faire. Alors, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Enfin, pour conclure cette émission, nous allons partager un café slam en vue des prochains ateliers Renaissance, donc qui vont se tenir très bientôt, qui sont des ateliers d'écriture thérapie et d'écriture poésie, donc en vue de votre renaissance, de votre retour à la vie par le biais de l'écriture. Luce, vous nous avez réservé un texte. Lequel est-il et pourquoi vous l'avez choisi? J'ai choisi un extrait de texte que j'avais trouvé dans un livre, Lettre à ma fille de Maya Angelou. Là, je viens juste le retrouver parce que j'avais publié cet extrait en 2020 et c'est un texte qui me parle beaucoup, surtout dans mon engagement et dans la lutte que je fais aujourd'hui, parce qu'il s'adresse aux dirigeants et même aux citoyens que nous sommes. Et je crois que ce texte peut-être résumera mieux aussi le message que je voulais passer tout à l'heure. Et donc, c'est pour cela que je le choisis pour le lire, en fait. Ça sera une très belle découverte. Ok. Nous devons insister auprès de nos dirigeants, hommes et femmes, pour qu'ils reconnaissent les profondes nécessités de ceux qui sont dirigés. On ne choisit pas d'être un troupeau entassé dans un bâtiment en flammes, ni d'être les instruments d'un système haineux et truffé d'intolérance. Sur le terrain moral, nos hommes politiques devraient s'imposer de replacer très haut la barre. Ensuite seulement, et quelle que soit notre allégeance démocratique, républicaine ou indépendante, nous serons à même de les suivre. Comment faire comprendre aux politiques que s'ils persistent à se noyer dans la boue de l'obscénité, ils poursuivront leur chemin seuls? Et nous, citoyens, si nous continuons de tolérer cette vulgarité, notre futur titubera et tombera sous le fardeau de l'ignorance. Est-ce acceptable? Nous avons un cerveau et un cœur pour affronter notre destin avec courage. Nous devons assumer le temps que nous gaspillons. Nous avons une responsabilité envers l'espace que nous occupons maintenant. Maya Angelou. C'est très beau, c'est magnifique, ça frappe. Et on espère que ça va travailler nos cœurs et nos consciences. Nous te remercions pour d'être venu. Et moi aussi, je vais partager à présent un texte qui est de mon inspiration, enfin de l'inspiration qui vient du Seigneur, en espérant qu'il aille aussi dans le sens de ce que tu nous as partagé. Le texte, je vais l'appeler parce que je ne l'ai pas nommé jusqu'ici, je l'appelle simplement Brazza d'ici. Je respire la ville, je vibre. Je m'enivre de tous les panoramas d'ici. Je raconte en livres et poésie l'exotisme des pastels d'ici. Un jour peut-être je me délecterai des pluies d'autres cieux, mais je n'oublierai pas pour autant mon nid. Sa chaleur, les pirogues enchanteresses qui glissent sur le lit du fleuve Congo, mon pôle Malébo. Comment me désintoxiquer de cette animation qui court les rues, du cri des contrôleurs de bus, des vendeurs à la criée, de la mêlée des marchés bondés pendant la bonne année. Brazza, c'est une expérience, elle me rend ivre et libre de le dire. Je mourrai ici, dans mon coin de paradis, qui a pourtant tout des codes de l'enfer. Je ne parle pas de la chaleur et de la moiteur de la saison des pluies, ni de la boue des rues, des déchets mal gérés, non recyclés, mais d'une autre réalité. Celle qui est moins sexy à dire, celle de l'insécurité des bandits, des bébés noirs qui ont le feu vert, des têtes blanchies par les billets verts, sortant de chambres tout aussi noires que le sang leur cœur. La réalité du sang versé dans les rues, mais aussi des géoles obscures dans lesquelles sont retenues toutes celles et ceux qui ont osé dire, sinon contredire. La réalité d'une scolarité caduque, d'un accès à l'emploi utopique,
d'une compétitivité théorique, si ce n'est dans le domaine de la créativité. Je parle ici des artistes, des intellectuels, des hommes de demain. Il s'entend dire ici que tous les Congolais iront au paradis, parce que vivre au Congo, c'est avoir connu l'enfer. Impossible de remixer l'expérience. On a tous ici au droit au répit, au repos éternel. Mais malgré tout, le 242 se prend tout entier, une ivresse dans tous les sens, une vraie quête de sens. Brazza, c'est un tout qu'il faut connaître, qu'il nous faille connaître à tout prix. Renaissance. C'est beau. Nous voici enfin arrivés au terme de notre émission. C'est l'occasion pour nous de remercier tous nos auditeurs et nos auditrices au fil des journées, des semaines, et de toutes les personnes qui contribuent à la réalisation de cette émission. Nous disons merci à Exaucé à la coordination et à Taman Dehous à la régie. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien.